Mon nom est sans importance. Les seules choses que vous devez savoir de moi, c'est que je suis un professeur d'anatomopathologie, à la retraite. En dépit des souvenirs extrêmement précis que j'en ai, j'ai parfois encore du mal à concevoir la véracité de l'histoire que je vais vous raconter. J'étais encore professeur à l'université de médecine lors des faits. J'enseignais à de futurs médecins à diagnostiquer les maladies de leurs futurs patients en se basant sur des coupes histologiques, sur des échantillons de tissus ou des biopsies. Dans cette tâche, j'étais assisté par mon ami Harold, qui enseignait l'anatomie aux étudiants de première année. Nous concordions nos cours afin de donner à nos élèves des cours aussi précis et pratiques que possible. À cette époque, Harold était un homme sain d'esprit et respectable, qui respirait la joie de vivre, car il était marié à une jeune biochimiste du nom de Lena. Ils s'étaient rencontrés à l'université, alors qu'ils étudiaient en bibliothèque, et ne s'étaient plus jamais quittés depuis. Je me souviens encore l'entendre dire « Lena, c'est ma raison de vivre ». Et en effet, elle était tout pour lui. Du moins, elle avait été tout, jusqu'à ce que notre vie pousse à l'intérieur d'elle. Alors qu'il prévoyait de se marier, Lena était tombée enceinte. Je crois que je n'avais jamais vu Harold aussi heureux que lorsqu'il me l'a annoncé. Il était papa, et fier de l'être. Sa joie avait redoublé lorsqu'il avait appris que l'enfant à naître serait une petite fille. Il prévoyait de l'appeler Julie. Les cours qu'il donnait avaient soudainement été relégués au second plan, comme s'il préférait s'occuper d'offrir à sa future fille une chambre douillette, des jouets par milliers et un avenir resplendissant. D'ailleurs, comment aurais-je pu lui en vouloir? Étant moi-même papa, je sais à quel point nos enfants sont importants à nos yeux. Construire leur avenir devient notre unique objectif dans la vie. Hélas, le drame qui se déroula par la suite, c'est là son destin à jamais. La petite Julie a été prise en charge par un médecin ivrogne, encore saoul de la veille. Son cordon ombilical s'était enroulé autour de son cou, et au lieu d'effectuer une césarienne, le médecin a préféré un accouchement par voie naturelle. Le résultat fut une catastrophe épouvantable. Ni la mère, ni l'enfant n'ont survécu. Au lieu de rentrer avec sa femme et son bébé, Harold est rentré seul chez lui. Le médecin a été condamné pour homicide involontaire et n'a plus été autorisé à opérer la médecine. Il est décédé en prison, tué par ses voisins de chambre pour des raisons obscures. Quant à Harold, mon ami, je le vis descendre une pente qui ne remontait jamais. Il chavira d'abord dans la dépression, puis dans l'alcool, et enfin dans les drogues. Après 2 ans à vivre dans les abysses d'une vie disloquée, je le convainc de se laisser aider par des psychiatres au sein d'un asile. Je ne l'ai pas revu durant de longs mois, et j'ignore ce qu'ils lui ont fait dans cette institution lugubre. Mais lorsqu'il en est ressorti, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il se disait guéri, et je le crus, lorsque je constatai qu'il s'était débarrassé de presque tout ce qui lui rappelait Lena et Julie. Il ne tarda guère à trouver un travail en tant que professeur d'anatomie dans une autre école d'infirmerie. Il y travailla durant presque 15 ans, et puis il disparut. Harold n'avait rencontré personne qui puisse l'accompagner dans la vie, et ne recevait que peu de visites dans sa maison en campagne. Après avoir tenté de le joindre à plusieurs reprises, n'ayant personne d'autre à appeler, la direction de la haute école d'infirmerie me contacta pour me demander si j'avais des nouvelles de lui, et je décidai de lui passer un coup de fil pour m'assurer qu'il ne lui était rien arrivé. « Tu tombes bien, me dit-il, après avoir décroché. J'allais justement t'appeler. Que dirais-tu de venir dîner chez moi ce soir ?» Assez étonné de cette proposition, et désireux de prendre des nouvelles de mon ami, j'acceptai. Il me demanda d'être chez lui à 19h30, seul. J'expliquai à mon épouse qu'au vu des circonstances et des malheurs qui l'avaient frappé, il valait mieux, en effet, que j'y aille seul. Je me suis garé devant sa maison, dont le jardin mal entretenu offrait une collection de ronces et dont les volets étaient clos. J'ai sonné à la porte, et une voix lointaine m'a invité à entrer. Une fois la porte passée, une odeur d'alcool désinfectant m'envahit les narines, et j'appelai Harold, qui n'était pas venu m'accueillir. Sa voix m'invita à le rejoindre dans le salon. Tous les volets étaient fermés. Ce n'est que parce qu'il bougea que je repérai Harold. Il insista pour que je me désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique
et s'excusa de l'obscurité, évoquant une panne de courant et une violente migraine. Aussi, il me tendit une torche électrique. La première chose que j'illuminai fut un revolver de taille pourtant modeste, mais qui me paraissait énorme et que Harold pointait sur mon ventre. Il m'a dit « Je suis désolé, mais j'ai peur que tu prennes la fuite si je ne te menace pas. » Il me désigna un fauteuil derrière moi, puis me demanda de l'excuser, le temps qu'il aille chercher ce qu'il désirait me montrer. Il amena et disposa en face de moi une jeune femme d'une petite vingtaine d'années, assise dans un fauteuil roulant. Une perfusion reliait son bras à un Baxter. Elle semblait morte, tant elle était pâle. Pourtant, elle respirait. Harold me regardait avec cette étrange lueur dans les yeux qu'ont les fous lorsqu'ils montrent à leurs victimes les horribles instruments qu'ils utiliseront pour les torturer. Je redoutais de découvrir ce qu'il avait bien pu faire à cette pauvre demoiselle, comme elle semblait plongée dans un étrange coma, les yeux ouverts, le regard perdu dans le lointain. Sa peau était d'une pâleur effrayante, presque transparente. La peur qui faisait battre mon cœur anormalement rapidement jusqu'à présent se changea en une terreur indicible lorsque je baissai le faisceau de ma lampe vers sa poitrine nue. Ses muscles semblaient avoir disparu, comme je pouvais distinguer ses côtes sous sa peau, ainsi que ses organes palpitants. Je ne tardais guère à réaliser, toutefois, que ce que j'avais pris pour des organes n'en était pas vraiment. Harold m'a dit « Magnifique, n'est-ce pas? Tu vois, la nature m'a privé de jolie. » Alors je l'ai recréée, plus forte et plus intelligente qu'elle ne l'aurait jamais été. Et j'ignore comment Harold avait eu une idée aussi ignoble que celle-ci. Peut-être était-ce à l'asile. Quoi qu'il en soit, il m'expliqua durant de longues minutes, qui me parurent être des heures, comment elle avait utilisé son ADN et l'avait modifié, y ajoutant des séquences issues de reptiles, de mollusques, de poissons et même d'insectes afin de fabriquer ce qu'il estimait être la perfection incarnée. Ce qui résultait de ce macabre amalgame génétique se développait à présent dans l'organisme de cette malheureuse demoiselle, puisant ses ressources en elle comme un parasite. Je le voyais bouger sur sa mince peau et deviner les contours de son ignoble anatomie. Harold était devenu fou. D'ici peu, sa fille monstrueuse ne tarderait pas à naître, et Harold voulait que j'assiste à cet enfantement infâme. Je lâchai la lampe électrique et je me jetai sur lui, ignorant le revolver qui tenait encore entre ses doigts. Nous tombâmes ensemble, et je lui décochai un coup de poing dans le visage, avant de m'attaquer à sa main droite, qui serrait encore le revolver. Je parvins à lui arracher des mains, et le pointer sur la demoiselle. Le coup de feu emporta une partie de sa boîte crânienne, et emportée par le coup, elle s'effondra sur le côté. Il y eut un craquement sinistre lorsqu'elle chuta, comme lorsqu'un ballon de baudruche rempli d'eau se déverse sur le sol. Ce bruit répugnant me donna la nausée, tandis que Harold tentait de m'arracher l'arme des mains. C'est en voulant me le prendre de force qu'il dirigea accidentellement le canon vers lui et pressa la détente. Harold mourut sur le coup, et je me relevai, courbaturé par ce combat, les oreilles encore sifflantes après le coup de feu. En me tournant vers la malheureuse hôte que je venais d'assassiner, je découvris avec horreur que la chose en gestation dans son corps s'était échappée. Elle avait rampé hors de sa mère, laissant derrière elle une traînée de fluide corporel, et s'était réfugiée dans la cave, là où son père avait dû la créer. Je n'ai jamais su à quoi ressemblait cette chose, et je ne voudrais jamais le savoir. J'ai répandu les stocks de gel hydroalcoolique de Harold dans son salon, sur la demoiselle, et j'ai jeté la bouteille dans la cave. Et puis j'y ai mis le feu. Lorsque les pompiers sont arrivés, la maison entière était en flammes. Lorsqu'ils m'interrogèrent, je leur affirmai que le feu s'était déjà déclaré lorsque j'étais arrivé. Ils retrouvèrent les vestiges d'un matériel laborantin dans les sous-sols de la maison, et conclurent que c'était l'alcool qui avait provoqué l'incendie. Une seule victime fut à déplorer, Harold. La malheureuse demoiselle qui avait servi d'hôte à ces ignobles expériences n'avait rien laissé derrière elle. Quant à l'horrible produit de son expérience contre nature, il avait péri dans les flammes et avait fini en cendres comme le reste. Du moins, c'est ce que je supposais. Récemment, j'ai mis en corrélation deux éléments en apparence sans lien. Premièrement, le fait que, dans sa nouvelle maison, mon fils dit que les lampes munies d'un détecteur de mouvement s'allument sans raison apparente. Deuxièmement, le fait que Harold, dans ses explications,
évoquait l'utilisation de gènes responsables de la spécificité des chromatophores chez les seiches. Autrement dit, de leur capacité à se camoufler. Harold a créé cette chose pour être parfaite. Et je crois qu'il a réussi. Vous avez sûrement tous entendu parler de la nouvelle génération de My Little Pony, l'amitié c'est magique. C'est pour une raison ou une autre devenu un franc succès du jour au lendemain. Peu importe que vous ayez mis au poil chaud, vous devez admettre que son succès est impressionnant. Cependant, cela soulève des questions. Lauren Faust avait déjà travaillé sur d'autres dessins animés populaires et travaille sur ses propres jouets, les Galaxy Girl. Comment a-t-elle pu faire le remake de vieux jouets des années 80 au lieu d'exploiter ses propres idées? Elle pourrait être nostalgique de ses vieux jouets. J'ai lu ces histoires quelques années plus tôt. C'était à propos de 6 filles qui allaient toutes à la même école et sont mortes le même jour, le 19 janvier 1989. Un de mes amis de New York City m'a envoyé des articles du journal original. J'avais oublié que j'avais vu quelques épisodes de la série auparavant, et j'ai réalisé après coup que les héroïnes étaient étrangement similaires aux 6 filles décédées. J'ai relu il y a peu les articles, puis c'est apparu comme une évidence. La première fille, nommée Samantha, était l'inspiration évidente de Fluttershy, une fille timide et introvertie, dont les camarades de classe ignoraient qu'elle était abusée chez elle par sa mère et son beau-père. Sa mère l'a conçue à l'âge de 15 ans et blâmait sans cesse Samantha d'avoir ruiné sa vie. Ça a rendu Samantha terriblement embarrassée par elle-même. Quand son beau-père s'est installé, ça a rendu les choses encore pires. Son beau-père détestait prendre soin de Samantha, quand sa mère était ailleurs. Donc, il l'enfermait dans un placard durant parfois une journée entière. Sa mère tolérait ceci, et en grandissant, elle l'a frappé même. Quand sa demi-sœur fut née, les mauvais traitements devinrent encore pires. Elle était affamée, forcée de dormir debout, et parfois carrément battue. Parce qu'elle était mal habillée et avait une faible estime d'elle-même, ses camarades la harcelaient. Ses seuls amis étaient des animaux qu'elle sauvait, dont sa famille se débarrassait. Elle se suicida par overdose de Valium. La seconde, nommée Janice, était une fille populaire. Elle était riche, intelligente, magnifique, et semblait avoir une vie facile. Pourtant, ses parents se disputaient constamment, et semblaient s'être mariés pour les apparences. Elle était élevée avec des idéaux, ce qui la rendit perfectionniste. Elle voulait devenir designer et vivre à Paris. Mais ses parents voulaient la remarier avec un noble de l'État de la Caroline et avoir des nobles descendants. La plupart du temps, ses parents l'ignoraient. Leur seule préoccupation était d'être riche et d'être socialement bien placé. Mais en réalité, sa mère s'est mariée pour l'argent de son père. Ils accumulaient les dettes, et Janice voulait garder la face en se fabriquant elle-même des habits qu'elle prétendait chers. Elle est morte dans un accident de voiture, pendant que ses parents se disputaient au volant. Son cou fut tranché, et elle mourut instantanément. Elle était l'inspiration pour Rarity. Ensuite vint Alexandra. Alex était une fille coopérative. Elle voulait sans cesse être la meilleure, spécialement en sport, et surtout en course. Son père avait toujours voulu un garçon, et dès que sa mère fut déclarée incapable d'avoir un autre enfant, il décida de l'élever comme son fils. En fait, elle aimait ses parents, et elle adorait faire du sport avec son père. Elle les dépassait facilement. Cela la rendit populaire, et au lycée, elle était connue à travers le pays pour ses performances. Après ça, ses parents ne firent plus très attention à son succès, ce qui la détermina encore plus à mieux faire. Elle se tuait à la tâche, négligeait ses amis, ses cours et même sa santé, à un point qu'elle en devint si désespérée qu'elle prit des stéroïdes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait une déficience cardiaque mineure que les stéroïdes empirèrent. Pendant qu'elle se poussait à bout, elle s'écroula durant une course à cause d'une complication. Elle mourut à l'hôpital quelques jours plus tard. Dans le dessin animé, c'est Rainbow Dash qui lui est associée. La fille qui ressemble le plus à Applejack, Jamie, était comme le personnage, c'est-à-dire une fille de ferme. Ce que le show ne montre pas est le fait que sa ferme faisait faillite. Sa famille se battait pour l'argent et parfois elle faisait des activités louches pour aider. Elle avait beaucoup de frères et sœurs et elle était la seconde de la famille,
ce qui signifiait qu'elle devait s'occuper des plus jeunes. Elle n'avait donc pas beaucoup de temps pour sortir avec ses amis ou pratiquer des activités. Et bien souvent, elle faisait ses devoirs vers minuit. Elle avait une tante qui, comme dans la série, était de Manhattan et qu'envoyait souvent de l'argent pour soutenir sa famille. Mais ils étaient trop fiers pour accepter. Son père mourut d'une crise cardiaque en 1987. Sa mère le rejoignit peu de temps après, quand la pression pour s'occuper des enfants devint trop forte. Ils furent pris en charge par leur grand-mère sénile, qui était incapable de bien prendre soin de tout ce monde. Jamie, elle-même, s'est faite aider de nombreuses fois par d'autres personnes. Mais de fatigue, un jour, elle tomba dans la broyeuse à bois et mourut. L'inspiration de Pinkie Pie est sûrement l'histoire la plus triste. Catherine était fille de forain et ne restait jamais au même endroit bien longtemps. Son père biologique tua sa mère et lui-même dans un accès de rage quand elle avait 5 ans. Elle ne resta donc jamais vraiment dans un foyer stable. Les autres forains étaient moyennement intéressés par le fait d'adopter, donc ils acceptèrent la rémunération pour garder Catherine, mais ne la nourrissaient pas correctement et l'habillaient mal. Même quand elle était dans une bonne maison avec une bonne famille, ses souvenirs la hantaient et brisèrent sa santé mentale fragile en 1 million de petites pièces. Elle cauchemardait de sa mère qui hurlait, mourante, et de son père qui criait qu'elle serait la prochaine. Quand elle arriva au lycée, elle était brisée. Elle commença à halluciner et à agir bizarrement en classe. Presque tous ses camarades et professeurs étaient convaincus qu'elle faisait ça car elle voulait être drôle et qu'elle était hyperactive de nature. Elle dessinait et peignait souvent des choses surréalistes et s'habillait de couleurs flashy. Après un temps, sa condition se dégrada. Les images et les voix devinrent encore plus réalistes et demandeuses. Elle mourut en sautant d'un immeuble, car une des voix lui disait qu'elle pouvait voler. Ce qui rend le fait encore plus troublant est que Lauren Faust dessinait au début Pinkie Pie en tant que Pégase dans des sketchs de développement. La dernière, l'inspiration de Twilight Sparkle, était une fille du nom de Cynthia. Elle était très forte à l'école pour son jeune âge. Son grand frère l'était également et recevait des prix académiques, ce qui supposait que Cynthia se devait d'être aussi brillante. Elle négligeait tous ses plaisirs pour être forte à l'école et travailler plus. Pendant un temps, ça marchait. Ses parents étaient fiers de ses travaux et se vantaient auprès de leurs amis de n'avoir pas un enfant surdoué, mais 2. C'est pour le concours d'une grande école qu'elle commença à devenir plus motivée que les autres étudiants. Elle savait que c'était la meilleure opportunité de sa vie. Mais il y avait un concours d'entrée, ce qui la rendait nerveuse. Elle étudia au point de vouloir difficilement manger, et ne dormait pas. Plus le concours se rapprochait, plus elle paniquait. Elle opta donc pour trouver la solution en trichant. Elle fut prise sur le fait, ses parents étaient horrifiés. Elle fit une sévère dépression, et se tira une balle de honte d'avoir été une fille imparfaite. Vous devez vous demander maintenant pourquoi Lauren Faust voulait faire avec de tels événements un dessin animé pour fillettes. Peut-être qu'elle se sentait obligée de leur rendre un hommage dans quelque domaine que ce soit. Dans un épisode, chaque poney décrit comment il obtint sa marque de beauté. Rainbow Dash fit le même jour une explosion en forme d'arc-en-ciel que toutes les filles virent malgré la distance. Ce qui est une référence évidente à la mort qui frappa les filles le jour même. Dans le dessin animé, Fluttershy est capable de s'occuper des animaux qu'elle garde et adore. Rarity était une designer de talent avec des parents aimants. Rainbow Dash était une grande athlète. Applejack a une ferme à succès. Pinkie Pie est heureuse et sans soucis. Et Twilight Sparkle a été acceptée dans une grande école. Peut-être, juste peut-être, a-t-elle voulu donner aux esprits de ces 6 filles ce qu'elles ont toujours voulu. Et je crois qu'elles sont heureuses. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis jamais passé sur un plateau de télé, ni même dans le journal. Pourtant, dans quelques heures, vous me connaîtrez et me haïrez tous, jusqu'à vouloir ma peau. Et je ne vous en voudrai pas. Mais il sera trop tard. Les 4 boîtes de somnifères sont là, à côté de moi, prêtes à être avalées comme des comprimés magiques, supprimant toute douleur. Ce qui est assez paradoxal comme idée,
puisque je souffrirai davantage dans la mort, et ce pour l'éternité. Mais il ne serait pas juste de continuer à survivre, même dans la douleur, à cause de ce que j'ai fait. Lorsque vous aurez lu cette lettre que j'aurai pris soin d'envoyer à tous les médias du monde, je deviendrai officiellement la personne la plus haïe de tous les temps. Mais je vous dois la vérité. J'ai toujours été fasciné par la culture asiatique, et ceci depuis tout petit. Depuis le jour où mon père, chef d'une entreprise d'import-export, m'avait ramené de son dernier voyage en Chine une magnifique poupée geisha en porcelaine. J'en prenais grand soin. Lorsqu'elle se brisa 4 ans plus tard, par accident, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais 10 ans. Je me suis arrêté de pleurer que lorsque ma mère m'acheta un remarquable parapluie chinois, avec un manche en bambou. Je me promenais toujours avec, que le soleil brille ou qu'il pleuve. J'en étais très fier, et je le veillais comme la prunelle de mes yeux. Ma fascination pour l'Asie grandissait au fil des ans. Tant et si bien que le jour de mes 18 ans, j'annonçais à mes parents que j'arrêtais mes études de commerce, qui ne me plaisaient pas, et que je partais pour la Chine. Cette idée ne fut pas du tout à leur goût, mais ils n'eurent pas le choix. J'étais majeur, je pouvais me déplacer comme je l'entendais. 2 mois plus tard, toutes les démarches avaient été faites, et je m'envolais sans regret vers un destin que je pensais plus ensoleillé pour moi, en Chine. 24 heures plus tard, éreinté, mais ivre de bonheur, je posais enfin les pieds sur le sol chinois, à l'aéroport international de Wuhan. Je ne passais que 3 semaines à l'hôtel. En effet, j'ai trouvé un travail en 2 semaines en tant que chauffeur de pousse-pousse et un logement au bout de la 3e semaine. Le boulot était payé une misère et le logement tenait plus de cagibi. Mais j'avais au moins un toit et à manger. Grâce à l'argent que je gagnais de mon travail, agrémenté de quelques ventes illicites et de mes notions de commerce, j'ai réussi 1 ou 2 ans à réunir assez d'argent pour fonder ma propre entreprise. J'ai décidé d'ouvrir un commerce de poupées en porcelaine. Mon sens des affaires me permit de dégager des bénéfices dès la première année, et grâce à de judicieux placements. Je finis au bout d'à peine 5 ans passés en Chine, à prospérer. Ce fut lors de cette période faste que je rencontrai celle qui allait être ma femme. C'était une femme gentille, honnête, attentionnée, belle et diablement intelligente. Elle avait tout pour elle. La vie m'offrit 6 ans de bonheur, sans nuage avec elle. Elle me donna une petite fille. Puis brusquement, un matin, je ne les vis plus. Je ne voyais plus rien d'ailleurs, j'étais aveugle. Je consultai des médecins sans relâche pendant 1 an et demi, puis j'ai trouvé enfin un chirurgien prêt à m'opérer, mais pour un prix très conséquent, 25 000 €. C'était là le prix pour retrouver la vue, et revoir les 2 êtres les plus chers à mes yeux. Ma femme réunit la somme nécessaire grâce à des dons de ses amis et de sa nombreuse famille. L'opération fut un succès, et je retrouvai enfin le jour, après 2 années de vie dans l'obscurité la plus totale. Nous vécûmes heureux, ma famille et moi, encore quelque temps. Puis un jour, je fus conduit de toute urgence à l'hôpital. Mon foie et mes reins étaient en train de lâcher. Il me fallait une greffe au plus vite, mais il n'y avait pas de donneur disponible. J'étais au bas d'une liste d'attente de 3 ans, alors qu'il ne me restait tout au plus que 6 mois à vivre. Le psychologue de l'hôpital me conseilla de faire mes adieux à mes proches. Mais ma femme ne l'entendait pas de cette oreille. Elle refusait de me laisser partir. Je la vis jour et nuit se torturer pour essayer de trouver une solution à mon problème. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, ne travaillait même plus. Elle passait la majorité de son temps à mes côtés à l'hôpital et ne rentrait que 3 ou 4 heures pour s'occuper de notre fille qui se sentait de plus en plus seule. L'échéance des 6 mois approchait et je la voyais de plus en plus désespérée. Toute notre famille souffrait. Mais un jour, elle revint me voir avec un sourire jusqu'aux oreilles, son cœur prêt à éclater de bonheur. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue si heureuse. Lorsque je l'interrogeai à ce sujet, elle me dit que c'était une surprise et que je recevrais une visite à 3 heures du matin, que je devrais écouter ce visiteur avec attention. Interloqué, j'attendais la visite de l'inconnu avec impatience cette nuit-là. Si seulement j'avais su. Il vint en effet à 3 heures du matin. C'était un homme terriblement beau et paré d'une élégance folle. Son énergie emplissait le moindre recoin de cette maudite chambre. Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix grave et chaude, presque enveloppante. Il s'adressa à moi en ces termes. « Bonjour petit humain. J'ai été invoqué ici par ta chère femme, pour te venir en aide.
Je vois que tu es gravement malade. À la vérité, tu es même mourant, mais je peux t'aider. » Je lui ai demandé comment, étant donné qu'il n'existait aucun traitement. Il m'a répondu que pour obtenir ce que je désirais, il fallait en échange que je quitte la Chine, et que je n'aurais plus jamais le droit d'y revenir. Il a marqué une pause le temps de me laisser intégrer l'information. Et ensuite, il m'a dit que si j'acceptais, dès le départ de ma chambre, je recevrais une proposition de greffe pour mon rein et mon foie, et je vivrais. Et qu'en revanche, si je refusais, je mourrais dans la nuit, et je ne verrais plus jamais ma fille, ni ma femme. Il me laissait 10 minutes pour faire mon choix. Ces 10 minutes furent les plus longues de ma vie. Évidemment que je voulais vivre. Mais il était également très difficile de vivre loin de mon pays de cœur. En quittant la Chine, je perdrais une partie de mon âme. Finalement, j'ai choisi ma famille. L'idée de ne plus jamais les revoir me terrifiait encore plus que quitter la Chine définitivement. Et puis après tout, rien ne m'empêchait d'aller dans d'autres pays. Je pourrais toujours voyager, hors de Chine. Cela me brisait le cœur, mais ma famille comptait plus que tout. Lorsque l'homme revient dans la chambre, il m'a demandé quel était mon choix. Et je lui ai dit. Il m'a dit de lui jurer, ce que j'ai fait. Au moment de son départ, j'ai cru l'entendre ricaner. 2 minutes plus tard, une infirmière venait pour me faire une prise de sang. Elle m'écorcha superficiellement le bras par inadvertance, s'excusa et termina la prise de sang, et elle a disparu. 1 minute plus tard, un médecin entré en trompe dans ma chambre, m'annonçait qu'on m'avait trouvé un donneur pour mon foie et des reins. Je fus immédiatement emmené au bloc et anesthésié. À mon réveil, j'étais dans le gaz. Mais à travers ce voile fin, je pouvais voir ma femme et ma fille, souriant, m'observer avec amour, les larmes aux yeux. On aurait dit qu'ils me voyaient pour la première fois. À la vue de ce spectacle, je replongeai dans un sommeil profond, rassuré. Je restai encore 1 semaine en observation, pour vérifier que mon corps ne rejetait pas la greffe. Puis je fus enfin autorisé à quitter l'hôpital. Je n'avais pas oublié les conditions de ma guérison, et je les ai honorées. En 1 semaine, toutes les démarches étaient faites pour quitter le pays de mon cœur. Ma femme, voyant que j'étais malheureux de quitter la Chine, me proposa de visiter l'Italie. Ce pays que je rêvais de voir depuis un moment déjà. Nous prîmes donc 3 billets pour le pays de la pizza et du café ristretto. Nous y restâmes 1 mois. 1 mois de pur bonheur en famille. Je rattrapai le temps perdu avec ma fille et ma femme. Ce fut lorsque nous rentrâmes en France que le malheur fondit à nouveau sur nous. Ma fille commença à tomber malade. Elle avait de la fièvre, des frissons, mal à la tête. Je l'emmenai bien sûr chez le médecin qui lui prescrivit des médicaments pour soigner les symptômes de la grippe. Mais son état ne s'améliora pas. Il empira même. Au bout d'1 semaine, je dus la conduire à l'hôpital de toute urgence. Elle avait 40 de fièvre. Je priai Dieu de la guérir, mais ne fut pas exaucé. Ma fille s'éteignit un matin gris et froid de janvier. Ma femme et moi tombâmes dans une profonde dépression. Nous ne mangions, ni ne dormions plus, abattus et apathiques. Puis ce fut le tour de ma femme. Cela commença par des courbatures, des toux insupportables, des tremblements intenses et une fièvre terrible. Je me rendis à l'évidence. Elle souffrait du même mal que ma défunte fille. J'en connaissais donc l'issue. Les médecins tentèrent bien de la soigner, mais le virus résistait à toutes leurs tentatives. Je la savais condamnée. Je suis resté près d'elle jusqu'à la fin. Après tant d'épreuves, je n'avais plus d'âme. J'étais arrivé à bout de force. Je rentrais chez moi et me couchais, tout habillé dans mon lit. Je n'en bougeais plus pendant 1 mois et demi. Mais mon voisin, qui s'inquiétait de ne pas m'avoir vu pendant tout ce temps, appela la police. Ils me trouvèrent inerte, à demi-mort, empestant l'urine et les excréments. Je n'avais plus que la peau sur les os, et j'étais passé de 70 à 30 kilos. J'entendis vaguement un des agents vomir son déjeuner. Je n'étais plus qu'une masse amorphe. Les pompiers arrivèrent et on me fit passer un examen psychologique. N'obtenant aucune réponse de ma part à n'importe quel stimuli, le psychiatre décida de me faire interner. Je ne posais pas de résistance. Peu importe où mon corps séjournait, je n'étais plus rien. Peu à peu, grâce aux bons soins des infirmiers, je retrouvais finalement la capacité de m'alimenter seul et de ressentir des émotions. Je recommençais à m'intéresser au monde qui m'environnait. Un jour maudit, mon attention fut attirée par les informations transmises à la télévision. Selon la journaliste, le virus qui sévissait depuis maintenant plus d'1 an, partout dans le monde, aurait été issu d'un hôpital de Wuhan. Ce virus hautement contagieux se manifestait au début
par des symptômes grippaux. Toujours selon elle, le patient 0 aurait été une personne transplantée pour, fait rare, un foie et des reins. Mais le donneur de reins aurait été atteint de SRAS, et le donneur du foie aurait contacté le VIH, peu avant leur mort. Il s'agissait d'une terrible erreur médicale. Le patient, fraîchement transplanté, se serait alors retrouvé avec une des premières formes du Covid-19, ou coronavirus, ce qui avait provoqué des millions de morts partout dans le monde. Est apparu alors à l'écran un diagramme montrant les villes et les pays les plus touchés. Parmi les villes les plus touchées figurait Wuhan, qui était considéré comme l'épicentre de la diffusion du virus. Le pays le plus touché, quant à lui, était l'Italie. C'est ainsi que j'ai compris. Le patient 0, c'était moi. J'avais bien été transplanté à l'hôpital de Wuhan pour mon foie et mes reins. J'étais resté une semaine à Wuhan avant de la quitter pour l'Italie, où j'avais vécu un mois, visitant plusieurs villes. L'Italie, qui était le premier pays le plus touché par l'épidémie du coronavirus. J'étais un porteur sain, mais j'avais contaminé tout le monde. Puis soudain, s'est rappelé à mon souvenir cette fameuse nuit où cet homme élégant était venu dans ma chambre. Il m'avait proposé de me sauver la vie, à la condition que je quitte la Chine. La décision n'avait pas été si difficile à prendre en fin de compte. Elle était même trop facile. C'était finalement un prix bien peu élevé pour vivre encore des années. Mais en quittant la Chine, j'avais permis à la maladie de se propager au niveau mondial. Ma femme avait en réalité invoqué un démon pour me sauver. J'avais gagné le droit de survivre, mais perdu mon âme. Tous ces gens étaient morts. Ma famille était morte par ma faute, à cause de ma lâcheté et de mon égoïsme. Voilà, vous savez tout. Je suis le patient 0 qui a permis au virus le plus dévastateur de tous les temps de proliférer sournoisement pendant plus d'1 an. Les autres patients de l'hôpital psychiatrique où je réside actuellement commencent à ressentir les terribles symptômes. Je sais qu'ils n'en ont plus pour très longtemps. Je me dis que si je meurs maintenant, le virus n'aura plus d'autre occasion de détruire lentement des vies. De toute façon, je suis aussi bien damné sur Terre que dessous. L'avantage, c'est que dessous, je ne ferai plus souffrir personne, que moi et ma conscience torturée. Adieu, humanité meurtrie. Bonsoir. Je m'adresse à vous pour avoir une réponse. J'ai besoin d'aide. Ou plutôt, c'est Magdalena qui en a besoin. Magdalena, c'est ma fille. Elle a 12 ans. Elle est adorable, très gentille. Avec ma femme, on a eu du mal à la voir. Mais par miracle un jour, le test a affiché 2 barres. On n'y a pas cru qu'on a vu ça. Et du coup, je suis reparti à la pharmacie chercher un 2e test pour voir. Et effectivement, Nathalie était enceinte. On a sauté de joie. On était tellement heureux. Sa grossesse a été difficile. Elle avait beaucoup mal au ventre. Parfois, elle perdait du sang. Mais d'après les médecins, tout allait bien. Mais je voyais ma femme de plus en plus mal. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle vomissait du sang et ne voulait plus s'alimenter. Au bout du 7e mois, elle a dû être admise à l'hôpital pour le reste de sa grossesse. Les médecins devaient l'alimenter par sonde parce qu'elle n'avait plus la force d'ouvrir la bouche. Elle passait ses journées à dormir. La voir comme ça, chaque jour, me faisait mal. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Et comme elle dormait, on ne parlait plus. Et puis, est venu le jour où j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je n'osais pas répondre. J'avais peur d'une mauvaise nouvelle. Et j'ai quand même décroché. C'était une infirmière qui m'annonçait que ma femme était en train d'accoucher. Et que si je voulais être présent, je devais me dépêcher de venir. Je lui ai demandé comment allait ma femme. Et elle a répondu qu'ils avaient dû l'endormir. Et j'ai voulu en savoir plus. Mais elle avait raccroché. Je peux vous dire que j'étais énormément stressé. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible, grillant les stops et les feux tricolores. Je me fichais complètement du code de la route. J'ai finalement réussi à atteindre l'hôpital
sans faire de dégâts. J'ai couru jusqu'à la salle d'accouchement, mais l'infirmière a refusé de me laisser entrer. Je lui ai dit que j'allais enfiler la tenue et retirer mes chaussures, mais elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose et que le médecin faisait tout pour sauver Nathalie. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis écroulé, et un médecin est venu pour me conduire dans une chambre vide. Il m'a dit ces mots que jamais je n'oublierai. Votre femme n'a pas survécu. Il m'a expliqué qu'ils avaient tout fait pour la maintenir en vie, mais que ça n'avait pas été suffisant, et que Nathalie s'était battue jusqu'au bout. Ça, c'était sûr. Ma Nathalie, c'était une battante de son vivant. Elle essayait toujours de réussir ce qu'elle entreprenait. Elle était tellement courageuse. Elle me manque énormément. Quand elle m'a annoncé son décès, je me suis effondré et j'ai demandé si le bébé était en vie. Et il m'a dit que la petite était bien en vie et apparemment en bonne santé. D'un côté, j'étais heureux que ma fille soit en vie, mais de l'autre, je venais de perdre la femme de ma vie. Le médecin m'a demandé si je voulais parler à un spécialiste, mais j'ai refusé. Je continuais de pleurer, mais je voulais voir ma fille, mon bébé. Seulement, le médecin n'a pas voulu m'y amener de suite. J'insistais, je voulais la voir, mais il ne voulait pas. Il m'a dit de patienter dans la chambre jusqu'à l'arrivée de l'infirmière. Elle est arrivée quelques minutes après, poussant le petit lit où dormait ma magnifique fille. Elle semblait paisible dans ce petit lit. Je n'oublierai jamais cette vision. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais l'infirmière m'a dit qu'il valait mieux attendre, et elle voulait me montrer quelque chose. Elle a sorti de sa poche un petit flacon contenant des petites billes bizarres, et elle m'a dit avoir trouvé ça collé au bébé lors de l'opération. J'ai pris le flacon dans mes mains et j'ai regardé attentivement. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai cru pendant quelques secondes que c'était des œufs d'araignée. L'infirmière m'a dit que c'était bien ça, et qu'elle ignorait comment ces œufs avaient pu se trouver dans le ventre de Nathalie. Nous avons essayé de trouver plusieurs réponses à cette question, mais sans succès. Les jours ont passé, ainsi que les semaines, les mois et les années. La vie sans Nathalie était dure, mais je faisais du mieux que je pouvais pour Magdalena, qui avait tous les traits de sa mère, soit dit au passage. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Quand vint le moment de l'école, les problèmes ont commencé à arriver. En maternelle, ces professeurs m'ont attrapé à plusieurs reprises pour me dire que Magdalena était violente avec ses camarades. Elle les poussait et s'amusait à sauter sur eux quand ils étaient à terre. Et elle riait en faisant ça d'après ses professeurs. Je dois avouer que j'avais du mal à y croire. Je voyais ma petite comme un ange. Avec moi, elle n'avait jamais fait de grosses crises. Elle était tellement gentille. Quand elle était en primaire, là aussi, il y a eu des incidents. Toujours des agressions bizarres. Mais un plus grave, je m'en souviens. J'ai reçu un appel de l'école alors que j'étais au travail. Ma fille avait emmené un jeune élève dans les toilettes et l'avait enfermé dedans, en lui scotchant la bouche pour ne pas qu'il hurle. Et elle se serait amusée à le mordre, jusqu'au sang un peu partout. Et oui, le petit était couvert de morsures. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui avais demandé pourquoi elle avait fait ça, et elle m'a répondu qu'elle avait faim. Elle m'a dit ça, comme si c'était normal. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Je l'ai bien sûr réprimandée, et elle s'est mise à pleurer en agitant ses bras extrêmement bizarrement, dans tous les sens. Je l'ai pris dans mes bras, lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle recommence à faire des choses comme ça, car ce n'était pas bien de faire du mal aux autres. À ces mots, elle m'a serré dans ses bras, et je lui ai fait un bisou sur le front. Et sa peau était comme collante. C'était extrêmement désagréable. Je m'en voulais d'avoir pensé ça, bien sûr, mais la texture de sa peau avait changé. Bien sûr, devant elle, je n'ai pas montré mon dégoût. Je lui ai fait un grand sourire, et je lui ai remis une mèche de cheveux derrière ses oreilles. Elle était magnifique, tout le portrait de sa maman. Je lui ai dit qu'elle pouvait aller jouer dans sa chambre, et elle est partie en courant. Puis arrivée dans l'escalier, elle s'est mise à quatre pattes pour le grimper. Cette scène était assez troublante. Je me suis dit qu'elle devait sans doute s'amuser. Puis au fil des jours,
elle s'est refermée sur elle-même. À l'école, personne ne voulait plus lui parler. Les élèves avaient peur d'elle parce qu'elle agissait bizarrement. Elle agitait ses bras et jambes bizarrement, d'après ses professeurs. Et ça, je ne pouvais pas le nier, je l'avais déjà vu faire. Je me suis dit qu'elle devait être atteinte de troubles psychologiques, et j'envisageais de l'emmener voir un spécialiste. Ses professeurs m'ont aussi dit que Magdalena avait réussi à attraper des oiseaux dans la cour, et partait aux toilettes avec. Puis quelques minutes après, on sortait, mais sans l'animal. Quand ils ont été vérifiés derrière elle, ils trouvaient les cadavres d'oiseaux, où il manquait 2 gros morceaux. La directrice m'a dit que si Magdalena ne se calmait pas, ils allaient contacter une assistante sociale. Je lui ai alors répondu que j'allais régler le problème. Je n'ai pas parlé des oiseaux à Magdalena. J'avais peur qu'elle se braque, et je priais pour qu'elle ne soit pas une psychopathe, comme le petit Michael Myers dans Halloween, vous savez. Un soir, alors qu'elle mangeait sa viande qu'elle aimait saignante, je lui ai demandé pourquoi elle agissait bizarrement avec les autres. Et pour toute réponse, elle s'est mise à balancer son assiette à travers la pièce, puis à renverser tout ce qui se trouvait sur la table, et s'est mise à hurler, et s'est sauvée dans sa chambre en courant. Et encore une fois, en marchant à 4 pattes dans l'escalier. Je peux vous assurer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Cette vision de ma fille, en train de hurler en grimpant les escaliers comme Gollum, ça m'a fait froid dans le dos. Et j'ai réalisé que quelque chose clochait. Elle avait certainement un problème. Quand j'ai entendu la porte de sa chambre claquer, je me suis mis le visage dans mes mains. Et j'ai pleuré. Je ne savais pas comment gérer tout ça. J'étais seul, et Nathalie me manquait plus que tout. J'avais besoin d'elle, de sa force, de ses conseils. À ce moment, j'étais seul, perdu, à essayer de m'occuper tant bien que mal d'une préadolescente, souffrant de troubles bizarres. Je me demandais qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter ça. J'avais tout fait pour Magdalena. J'avais même quitté mon travail et m'étais consacré à une activité de chez moi pour pouvoir m'en occuper. Alors que je m'étais perdu dans mes pensées, j'ai entendu le bruit d'une vitre qui se brise, venant de l'étage, et un hurlement. Je me suis dépêché d'aller voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille debout, près de la fenêtre, qui était en train de se trancher le bras avec un morceau de vitre. Je me suis dépêché de la rejoindre et de lui arracher le morceau de verre. Puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a répondu qu'elle était un monstre et qu'il fallait qu'elle coupe son bras parce qu'il y avait des choses bizarres dessus. Son bras était couvert de sang. Je l'ai emmené dans la salle de bain pour la nettoyer. C'était plus impressionnant que grave. Avec un peu de désinfectant et un bandage, je me suis dit que ça allait aller mieux. Alors que j'étais en train de nettoyer ses blessures, je regardais s'il n'y avait pas de petits bouts de verre logés dans sa peau. Et j'ai vu des petites billes blanchâtres transparentes qui tombaient dans le lavabo. Je me suis immédiatement souvenu du flacon que m'avait montré l'infirmière 10 ans auparavant. J'ai demandé à Magdalena ce que c'était, et pour toute réponse, elle s'est mise à pleurer encore plus fort, en me disant encore une fois qu'elle était un monstre, et qu'à chaque fois qu'elle pleurait, ou allait aux toilettes, il y avait ces billes qui tombaient. Je l'ai prise dans mes bras, lui disant qu'elle n'était pas un monstre, qu'elle devait juste avoir une maladie, et qu'on allait se rendre chez le médecin dès le lendemain. Mais en disant ces mots, je savais ce qu'étaient ces billes. C'était des œufs d'araignée, j'en étais certain. Comment avait-elle fait pour avoir des œufs d'araignée dans son corps? Je n'en ai pas la moindre idée. Le lendemain, nous sommes allés voir le médecin. Et il nous a dit qu'il n'y avait aucun problème, aucune trace d'œuf, ou autre chose de ce genre. Je n'en revenais pas, je me disais que j'avais peut-être mal vu la veille, avec la peur et le sang. Quand nous sommes sortis, j'étais un peu soulagé. Puis les mois passèrent, et Magdalena était de plus en plus bizarre. Ses bras se couvraient de fins poils noirs, et s'allongeaient de manière extrêmement bizarre. De plus, il y avait des petites cornes qui poussaient au coin de ses lèvres. Elle ne voulait pas appeler le médecin. Elle disait que c'était un monstre, et que sinon, ils allaient la garder et faire des expériences dessus. J'ai dû arrêter de la mettre à l'école, et je lui ai fait les cours à la maison. Bien qu'entre nous, je n'ai jamais eu la force de lui faire un seul cours. Puis, c'était autour de ses jambes de se transformer. Pareil que les bras, des poils noirs, et des articulations qui devenaient bizarres. J'avais déjà très peur, mais le pire, c'était les yeux supplémentaires qui lui poussaient à côté des autres.
Vous l'avez deviné, je pense. Ma fille se métamorphosait de jour en jour en araignée humaine. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec Spider-Man. Non. C'était une vision épouvantable. Ma fille me faisait peur. Elle était devenue un monstre. Et dans sa chambre, c'est une horreur. Il y avait des toiles partout et elle se plaçait au milieu de certaines et elle dormait comme ça. Elle devenait de plus en plus une araignée. Elle ne voulait plus manger de légumes ou autre, seulement de la viande saignante et crue. Si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que j'ai besoin de votre aide. Ma fille est en ce moment même dans sa chambre avec un garçon qu'elle a attrapé dans la rue. Il est prisonnier dans une toile géante et ma fille va sans doute le dévorer dans pas très longtemps. Je sais que je devrais empêcher ça, mais j'ai déjà essayé de le sauver et il m'a mis dehors de sa chambre. J'ai un choix horrible à faire. Soit laisser ma fille manger ce garçon, soit tuer ma propre fille. J'ai laissé le petit garçon dans la chambre de ma fille, alors que j'entendais ces hurlements. Je n'ai rien fait. J'ai même fait pire. J'ai été regardé. Je voulais voir de mes yeux ce que ma fille était devenue. Il fallait que je sache. Sinon, je me disais que c'était faux. Que tout ça n'était pas elle. Mais quand j'ai entrouvert la porte, j'ai vu ma fille, enfin, cette chose, en train d'arracher des morceaux de chair de ce pauvre petit. Il y avait du sang partout. Et je la voyais qui mâchait et avalait et s'empressait de recommencer à arracher un autre morceau. Le petit semblait mort, et je l'espérais vraiment pour lui. La douleur devait être atroce. J'ai essayé de refermer doucement la porte, mais elle m'a vu, était mise à hurler et à marcher très vite vers moi. J'ai eu peur et j'ai fermé la porte juste devant elle. Je l'entendais s'énerver de l'autre côté. Elle essayait d'ouvrir, puis a fini par se calmer. J'en ai profité pour descendre ici, et vous demander s'il fallait vraiment que ça finisse comme ça. Pour le petit, est-ce qu'il méritait de mourir ainsi, dévoré vivant par ma fille? Maintenant que j'ai réfléchi, j'en suis pas sûr. Et maintenant, que va-t-il se passer pour Magdalena? Elle est devenue un monstre. Elle ne pourra rien faire de sa vie, ni connaître l'amour, ni avoir d'amis, ni même travailler. Personne ne voudra s'en approcher. Elle est sans doute condamnée à être comme ça jusqu'à sa mort. Que vais-je faire? Lui donner des chiens et chats vivants, et ensuite le laisser encore une fois tuer un enfant? Jamais je ne pourrai le supporter. Je suis coincé ici avec elle. Peut-être même que la police va finir par débarquer s'ils se rendent compte que c'est Magdalena qui a enlevé ce pauvre enfant. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Mais avait-il vraiment un bon choix? Tuer ma fille ou laisser tuer ce garçon? Quel que soit le choix, l'issue devait être fatale, non? De plus, la colère de Magdalena semble s'amplifier. Je suis sûr qu'elle va finir par me tuer. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Je vous donnerai des nouvelles un jour, si jamais je suis encore en vie. Bien que je ne le pense pas. Racontez-nous en détail votre relation avec Delphine et Mélina. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pouvez. J'ai vécu de merveilleux moments avec Delphine et Mélina. Je les ai aimées plus que tout. J'aurais tout fait pour elles. Elles étaient mes amours, ma femme et ma fille. Tout simplement, toute ma vie. Delphine, ma femme, était la plus belle femme au monde, la plus douce. Elle était parfaite. J'étais heureux avec elle. Tous les moments passés à deux, je ne les regretterai jamais. J'ai rencontré Delphine quand j'étais au lycée, je crois. Vous croyez? Vous n'en êtes pas certain? Je n'en suis pas sûr. Je ne me souviens pas bien de toute ma vie depuis que je me suis réveillé du coma. Très bien. Continuez. Donc vous avez peut-être rencontré Delphine au lycée? Oui, on s'est bien entendu. On avait les mêmes points communs, les mêmes centres d'intérêt. Elle était la femme de ma vie. On s'est fréquenté quelque temps avant de passer aux choses sérieuses. On a vite emménagé ensemble. Ensuite, c'est allé très vite. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer.
on a une autre fille, notre petite Mélina. C'est comme ça qu'on l'a appelée. Est-ce que ce prénom a une quelconque signification pour vous? Mélina, c'est le prénom de ma grand-mère. Elle est décédée il y a quelques années. C'est pour cette raison que l'on a décidé de donner ce prénom à notre fille. Quelle relation avez-vous avec Mélina? Je me souviens pas bien, mais les bribes de souvenirs que j'ai, je pense qu'on s'aime beaucoup l'un et l'autre. C'est curieux parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas vue grandir. Et je n'arrive pas à me souvenir d'elle petite. Mais quoi qu'il en soit, oui, je l'aime plus que tout. Je ferai tout pour elle. Vous feriez tout pour elle, mais vous en êtes-vous déjà occupé? Par exemple, l'avez-vous déjà conduit à l'école? Je ne sais plus, mais probablement oui, et j'imagine que oui. Vous imaginez. Vous n'êtes pas sûr. Je vous l'ai dit, depuis mon coma, je n'ai plus tous mes souvenirs. Mais je me connais. Je suis sûr que je m'en suis occupé. Je l'aime, vous comprenez? C'est ma fille. Monsieur, parlez-nous un peu de votre coma. Vous souvenez-vous de votre accident qui vous a conduit dans cet état? Non, je ne me souviens même pas d'avoir été dans le coma pendant 2 semaines. Je me suis réveillé un beau matin dans une chambre d'hôpital. C'est tout ce dont je me souviens. Je me souviens de ce médecin qui me disait des choses que je ne comprenais pas. C'est quand j'ai vu les infos à la télé que j'ai compris que j'ai bien été dans le coma pendant quelques jours, parce que la date que je pensais être n'était pas la bonne. Et quand j'ai demandé à voir ma femme et ma fille, il m'a dit que j'en avais pas. Quel con ce médecin. J'ai d'abord pensé à une blague, vous savez, mais il a pris un air grave et m'a assuré que je n'avais pas de famille, du moins pas de femme, ni d'enfant, et que personne n'était venu me voir. Mais que ça ne l'avait pas surpris, beaucoup de monde n'ont pas de visite lorsqu'ils sont hospitalisés. Quelle a été votre réaction à cette annonce? À votre avis, j'ai explosé de colère. Enfin, vu mon état, j'ai sûrement bégayé des choses incompréhensibles. Mais j'étais perdu et en colère. Je me souviens lui avoir demandé de regarder dans mon portefeuille, qu'à l'intérieur, je garde toujours une photo d'elle. L'a-t-il fait? Oui, mais il n'a rien trouvé. J'étais sûr à ce moment que c'était un complot. Ma vie est devenue un véritable enfer depuis cette annonce. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai voulu appeler Delphine, mais je ne me souvenais pas du numéro. Ensuite, je suis sorti de l'hôpital. Vous savez, je ne me souvenais même plus si j'avais une voiture ou non. J'ai donc pris le bus pour chez moi. Et à ce moment, vous n'avez pas réalisé que tout ce dont vous pensiez être votre vie n'était finalement qu'un rêve, dû à votre coma? Non, c'est pas le cas. Je sais ce que j'ai vécu. Delphine est ma femme, Mélina, ma fille. Je ne peux apparemment pas le prouver, mais c'est la vérité. C'est à ce moment que vous vous êtes mis en tête de retrouver celle que vous pensiez être votre femme? Oui, après avoir repris mes esprits, je me suis dit qu'il fallait que je la retrouve, qu'elle me donne des explications sur pourquoi elle m'a fait ça. Et j'étais sûr à ce moment que c'était elle qui avait organisé mon accident et en a profité pour s'enfuir de notre maison. C'était la seule explication que j'avais. J'ai donc commencé à la chercher, mais je ne trouvais aucune Delphine avec ce nom de famille sur internet. Pourtant j'ai cherché, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Mais aucune trace d'elle, ni de Mélina. Qu'avez-vous donc fait? J'ai fait le tour de mon quartier, en espérant la trouver. Et l'avez-vous retrouvée? Ouais, je l'ai vue. Elle sortait d'un supermarché avec un chariot rempli de courses. Mais je n'ai pas été la voir de suite. Je voulais savoir où elle vivait maintenant. Je l'ai donc suivie. En voiture? Vous m'aviez dit que vous... Oui, j'ai pris la voiture dans mon garage, et figurez-vous que je sais rouler. Donc je l'ai suivie. Et devinez quoi? Je vous écoute. Elle s'est garée dans le parking de mon immeuble. Non mais vous le croyez ça? Le culot? C'est à ce moment que vous êtes entré dans son appartement? Non. J'ai attendu le soir. Je me disais naïvement qu'elle allait venir me voir. Mais arrivé vers 2h du matin, j'ai dû me rendre à l'évidence que non. Et je me suis donné du courage. J'ai dû boire un bon litre de vodka. Bon, j'exagère peut-être, mais j'ai bien entamé la bouteille. Ensuite, je suis sorti de mon appartement et je suis allé chez elle. Enfin, là où elle se cachait. J'ai
J'ai tapé à la porte et elle n'a pas répondu. J'ai donc hurlé son nom. Mais elle n'a pas semblé réagir. Qu'avez-vous donc fait ensuite? J'ai explosé la porte à coups de pied. Des voisins sont sortis et l'ont maintenu. Je leur disais que ma femme était dedans et que je voulais lui parler, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont dit de me calmer et ils vous ont appelé. Et vous êtes arrivés, puis vous m'avez emmené ici. Qu'est-ce que vous vouliez faire à cette femme? Simplement lui dire que je l'aime, que je l'ai toujours aimée, et que j'aimerais qu'elle revienne avec moi. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je sais que ce que j'ai fait hier, c'est mal. Mais je n'étais pas moi-même, j'étais perdu. Et aujourd'hui, avez-vous retrouvé vos esprits? Réfléchi à tout ça? Ouais, il faut que je me calme, sinon elle ne reviendra jamais, ni ma fille. Monsieur, il faut que vous compreniez quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal. Mais cette femme n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas marié, n'avez pas d'enfant. Tout ce que vous pensiez avoir vécu n'est dû qu'à votre coma. Nous allons faire entrer cette dame. Elle a accepté de vous parler, mais soyez prêts à entendre la vérité. Monsieur, il faut que vous compreniez que je ne suis pas votre femme. Je suis votre voisine depuis 5 ans. On ne se parle que très rarement. On se dit bonjour quand on se voit à la boîte aux lettres, qu'on se croise dans la rue, mais c'est tout. Les médecins m'ont raconté votre accident et la répercussion sur votre cerveau. Je sais que ça doit être difficile, mais il faut que vous me croyiez. J'ai déjà un mari depuis 10 ans. Regardez ma carte d'identité. Mais j'étais pourtant certain de... Et Emilina, enfin, cette fille. Je ne sais pas qui est cette fille. Vous l'avez peut-être croisée un jour et votre cerveau, lors de votre coma, s'est souvenu d'elle. Je ne sais pas. La seule chose que je vais vous demander, c'est de ne plus démolir ma porte. Je ne vais pas déposer plainte vu les circonstances. J'espère sincèrement que vous allez retrouver vos esprits. Je suis désolée. Vraiment. Moi aussi. Toute cette vie que je pensais vraie n'est qu'un rêve. Je peux dire que c'était le plus beau rêve que j'ai pu faire de toute ma vie. Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta? Sinon 95% de fiction et 5% de réalité. Beaucoup crieront au fake, et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader qu'elle n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ailleurs, mes publications auraient été trop exposées aux regards malveillants. On me surveille. Ici en revanche, je pense être à l'abri, car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site. Et de toute façon, je pourrais toujours prétendre en cas de difficulté que mon témoignage est une creepypasta, et que par conséquent, il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques ? À vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté, et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous m'écouteront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité, que je ferai douter. Toute aide sera la bienvenue. Si vous détenez
ou pensez détenir des informations qui permettraient d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en MP. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairai le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue, mais bon, on apprend à vivre avec et à construire sa propre coquille professionnelle. Celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà, cette année de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on retrouve la criminalité ordinaire. Meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable bien sûr, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations. Les crimes précités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées. Parfois, dans des conditions sordides. Enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations. Démembrement à la tronçonneuse, étranglement de la victime avec ses propres viscères, ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces, et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces trois catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Guidol est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée. Celle dont je vais vous parler maintenant. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence de nuit. Mon équipe et moi avons été contactés par le CIC, Centre d'information et de commandement, le fameux 17, police secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs, qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive du père. La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures, et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels du 17. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivés sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile, à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte, mais elle affichait, selon le 17, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des ecchymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties du corps de la victime, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette aux yeux bleus, marquée par des traces certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son père qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah, toujours absent. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à 2 voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis envoyé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions.
Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ce pauvre petit être grelotté de terreur allait d'être corrigé par son géniteur. Car elle avait appelé la police, et papa n'aime pas quand je parle avec les étrangers. Je lui ai répondu que c'était une bonne chose de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai dit mon nom, et je lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. Je lui ai dit que je n'étais plus un parfait inconnu, et qu'elle savait comment je m'appelais, et qu'elle savait que j'étais un papa, et que je travaillais dans la police pour protéger les personnes comme elle. Je pense que ça l'a un peu rassurée. Elle m'a adressé un petit sourire timide, et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Eugidol. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche. Je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait rempli de joie. Elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que son papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, s'était-elle dit jusqu'à présent, ce jeu lui convenait parfaitement, puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres, et qui sentaient mauvais. Oui, mais voilà, l'envie était trop forte ce matin-là, et elle avait fini par s'échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle était descendue dans les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau, et ça lui redonnait du courage. Elle a couru jusqu'en bas des marches, en un temps record, et fut pleinement récompensée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros. C'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon, elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton, et s'était aperçu que l'objet à l'intérieur était emballé dans du plastique avec des bulles. Note à part, j'ai appris que bien plus tard, lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler dans la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remonté et puni, et pour finir, était parti en trompe de chez lui et n'emmenant que ses clés de voiture. Revenons-en au récit. À ce stade, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle s'est recroquevillée devant moi, et on aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle était incapable de m'en dire plus, et j'ai ordonné à une collègue de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, s'était mise à tendre ses bras chétifs, et à désigner une porte qui faisait le coin, au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents, mais se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction, et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisée dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi, et j'ai ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers descendants. La pièce sentait bien évidemment l'humidité, l'éclairage au néon était tamisé, et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce. Déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille, et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mitch. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec son mot de passe. Pratique pour nous, nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie Outlook. Son dernier mail, reçu d'un expéditeur inconnu, indiquait en anglais que son transaction avait été validée et qu'il recevrait sa commande Eugidol prochainement. La note était signée RRC, sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche internet, mais le réseau manquait, et il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de RRC. Avant d'entamer une recherche,
mon collègue prénommé Franck m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot doll, poupée en anglais, et l'acronyme RRC. Il m'a dit qu'il pensait savoir de quoi il s'agissait, et que c'était clairement une cyberescroquerie bien tordue. Franck a une bonne expérience en matière de cybercriminalité, et a passé un temps fou sur le dark web il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine selon laquelle un forum du web profond surnommé RRC, pour Communauté du vrai viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient les viols et tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec des vrais enfants vivants. Selon ses dires, il kidnappait des orphelins, les enlevait, leur enlevait les bras, les jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales, et les rendait aveugles pour, bref, en faire de véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta, et donc très certainement d'une fiction. Franck n'a jamais pu trouver un tel forum sur le deep web, malgré le fait qu'il existe une mention du RRC sur l'IDNWiki, le Wikipédia du web profond. Franck en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave pour arnaquer des malades mentaux comme Mitch, le père de la petite Sarah. S'il avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait certainement amené à contacter une cyberpatrouille. Et je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions, ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu la voix des deux voisins que j'avais emmenés ici comme témoins. Franck et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au poing, prêt à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide, devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'aidait pas, et je n'arrivais à percevoir que les pas précipités des voisins, qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Franck s'il comprenait ce qui se passait, et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une couche pour enfants usagés. Je restais perplexe. C'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir comme l'ont fait mes témoins. J'allais demander poliment aux voisins de redescendre pour poursuivre la visite des lieux, quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée. Du peu que je discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre mais qui cherchait à en sortir. Mais non. On était face au contenu du paquet, face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau. Face à Eugidol. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie. Mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça, et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave sous nos yeux exorbités avait été ensevelie à la va-vite par Mitch, avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais même pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain. Mais c'est comme ça que j'ai qualifié intérieurement la première fois que je l'ai vue. Une chose surgissant du sol, et rampant comme un serpent, en grésillant. Eugidol. En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu en guise de membres. Le corps agité était brûlé à 60% de sa surface. Et des lambeaux de chair pendaient encore, par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de 5 mois en état de décomposition.
Je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans des orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus. Mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanon d'une baleine et vous aurez une idée du résultat. Le corps dans son ensemble réussissait à se déplacer lentement à la surface de la cave, la victime parvenant à avancer en prenant appui sur son menton. Par des mouvements de tête répétitifs, elle arrivait tant bien que mal à transporter son tronc, duquel pendait le fœtus. J'étais peut-être flic, mais rien ne m'a fait former cet épouvantable spectacle. J'ai été incapable de bouger ou de réagir, incapable de penser. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, aux tentatives de la poupée humaine de gravir la première marche de l'escalier de la cave avec son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir. Franck a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations en procès-verbal, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveillais en sueur avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant à l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je ne sais même pas imaginer ce qu'avait enduré ce petit être défiguré, amputé et torturé, transporté dans un carton avec des trous pour qu'elle respire, et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur. Elle n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches. Du mieux qu'elle pouvait, elle luttait. Et moi je la regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer, je m'en veux. J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme, dans cette cave, sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dors, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui, mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié derrière son droit au silence jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu savoir. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébruitée. Pas de fuite dans les médias. Pas de communiqué de presse. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose. Mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Jamais je ne pourrai m'enlever les images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduit en état d'objet et surnommé Guidole. Le père de Sarah était simplement reconnu coupable de violence sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti d'une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Guidole, avant qu'elle ne soit classée sans suite.
et la dernière découverte qui avait été faite m'a achevé. Ce qui suit est un échange de mails retrouvé sur l'ordinateur de Mitch et adressé à RRC un an avant l'envoi de la commande. Et je vous lis ce qui est écrit. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous l'optimisez. Je suis conscient des risques de la fabrication, et je suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant, ma femme est morte et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes sang s'en palpite d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mitch. Jamais je n'aurais pensé un jour prononcer ces paroles. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a tant à dire. Les challenges débiles sur Internet. C'est ça le problème. Les plus jeunes d'entre nous sont pour beaucoup d'entre eux assez influençables par leurs idoles qu'ils voient sur YouTube ou Instagram ou TikTok. Comme le Momo Challenge. Encore ça c'était plutôt soft. Parce que le pire d'entre tous ces challenges dangereux, c'était le Blue Wall. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Je veux simplement vous mettre en garde. Si vous avez des enfants, si vous êtes jeune ou même curieux, ne faites jamais le Puka Challenge. Je sais que ça a l'air ridicule, mais ce challenge est dangereux. Le Puka viendra réellement. Ma fille l'a invoqué. Elle avait 16 ans. Elle était au lycée. Et elle adorait regarder ce genre de conneries avec ses copines. À cette époque, je ne m'y connaissais vraiment pas. Toutes ces légendes, ces challenges, ces creepypasta, je n'y prêtais aucune attention. Un jour, Alice est rentrée du lycée avec des yeux tout rouges, comme si elle avait pleuré pendant longtemps. Je lui ai demandé ce qu'elle avait, si quelqu'un lui avait fait du mal. Mais pour toute réponse, elle m'a envoyé chier. Et elle est montée dans sa chambre en claquant la porte. Je n'ai pas su comment réagir. Sa maman n'étant plus de ce monde depuis ses 8 ans. Je ne m'étais pas remarié, j'étais son seul parent. Et je dois avouer que son âge commençait à me faire peur. La crise d'adolescence, je savais pas comment j'allais la gérer. Je l'ai donc laissé dans sa chambre jusqu'au dîner. J'ai été taper à sa porte pour lui dire que le plat était prêt. Et j'ai eu un choc. Alice était debout sur son lit, figée, en train de regarder le miroir face à son lit. Les yeux retournés, à un point où on ne voyait que le blanc. Ses poignets étaient en sang. Sa bouche aussi. Cette vision m'a terrifié. Je suis resté quelques secondes immobile avant de réagir et de courir la prendre dans mes bras et de l'allonger sur le lit. C'était un des pires moments de ma vie. Ma fille ne revenait pas à elle. J'ai dû lui donner des petites claques en hurlant son prénom. Elle a enfin ouvert les yeux et elle m'a serré dans les bras en pleurant. Je lui caressai les cheveux en lui disant que tout allait bien, que j'étais là pour elle, pour l'aider. C'est là qu'elle s'est reculée de moi et elle m'a dit que je ne pourrais pas l'aider, que personne ne le pourrait, que je ne la croirais pas, qu'elle était fichue et qu'elle devait mourir. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça, et elle m'a répondu que le Puka la harcelait sans arrêt, et depuis au moins une semaine. Je n'ai pas su quoi répondre, je ne savais même pas ce que c'était un Puka. Et quand je lui ai demandé, elle s'est remise à pleurer, en me disant que c'était un monstre. Je l'ai consolée comme j'ai pu, puis je l'ai emmenée dans la salle de bain pour nettoyer ses plaies. Par chance, ce n'était pas profond, mais encore une fois, j'ai eu un moment d'hésitation.
Ce n'était pas avec un couteau, un rasoir ou un ciseau qu'elle s'était blessée au poignet, mais avec ses dents. Elle avait voulu se trancher les veines avec ses dents. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi cette méthode, et elle m'a répondu que c'était le Puka qui lui avait dit de le faire comme ça. Et que de toute façon, cette chose recommencerait jusqu'à ce qu'elle meure. Je me suis dit, idiotement, qu'elle devait délirer, et que je ne laisserais pas cette chose lui faire du mal. Puis j'ai été la mettre au lit, et je suis resté avec elle à sa demande. Lorsqu'elle s'était enfin endormie, j'ai été boire un verre d'alcool assez fort, tout en regardant par la fenêtre. Ce qu'il venait de se passer m'avait un peu chamboulé. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai cru apercevoir une sorte d'animal sur la pelouse, en train de regarder notre maison. C'était trop gros pour être un chien. Je me suis approché, et j'ai cru voir un bouc. Je ne revenais pas. Qu'est-ce qu'un bouc faisait dans notre jardin? L'animal est resté sur la pelouse de longues minutes, à fixer du regard notre maison, avant de faire demi-tour et de marcher le long de la route, déserte. J'ai bu le fond de mon verre à sa santé, et j'ai espéré qu'un conducteur ne le percute pas. Le Puka va revenir. Il veut ma mort. Le Puka. Le Puka. Je repensais à ces paroles, et j'étais intrigué. Je me suis dit que ses copines devaient savoir ce qu'était ce Puka. J'ai donc été chercher son portable, et j'ai commencé à chercher. Dans les messages, et je n'ai rien appris, sauf qu'elle avait un petit ami. J'étais à la fois ému et j'avais un peu peur. Ma fille grandissait trop vite. C'est au moment de ranger son téléphone que j'ai voulu voir à quoi ressemblait son copain. J'ai donc ouvert le dossier photo. Je sais que ça ne se fait pas, mais je suis très curieux. Mais étrangement, il n'y avait qu'une seule photo. Elle et ses deux amis, autour d'un feu de camp en pleine nuit. Cette photo devait dater de la semaine juste avant celle-ci, car elle était partie chez Samia, sa meilleure amie, et elles avaient prévu de faire de la randonnée. Je n'étais pas rassuré, mais je ne pouvais pas l'empêcher de vivre. Mais ça ne m'expliquait pas pourquoi il n'y avait que cette photo, c'était bizarre. J'ai cherché partout dans son téléphone, mais il n'y avait rien d'autre. J'ai donc remis le téléphone où il était, puis j'ai été m'installer devant mon PC. Et j'ai tapé Puka. J'ai de suite eu des résultats, mais je comprenais pas trop. J'ai donc parcouru les pages jusqu'à ce que je tombe sur un article intitulé « Accomplissez le Puka Challenge ». Curieux, j'ai cliqué sur l'article. L'article expliquait comment faire ce challenge. D'après eux, pour faire apparaître une créature, qui accorderait un vœu à chacun la réveillant. C'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même continué à lire. C'était fort probable que ma fille a fait ce stupide jeu, et qu'elle ait pris peur. D'après le site, il fallait simplement se mettre devant un miroir la nuit, et avoir en main un morceau de papier avec écrit dessus « Puka ». Puis quand 2h du matin sonnerait, il faudrait allumer une bougie, et regarder fixement le miroir pendant au moins 1 minute, puis avaler le papier, ensuite souffler sur la bougie, et normalement, le Puka serait à la place du reflet de celui qui l'a invoqué. Il aurait la forme d'un gobelin ou d'une personne aimée, mais avec des oreilles d'animaux et une queue de cheval. J'ai refermé l'ordinateur, c'était complètement nul, et irréaliste. Bien que je me disais qu'Alice aurait bien pu essayer avec ses copines pour s'amuser. Je n'avais qu'une personne à qui demander s'il connaissait cette créature, du nom de Puka. C'était Nolan, un de mes amis. Il aimait tout ce qui était paranormal, surnaturel, et il collectionnait des tas d'objets et livres sur le monde occulte. Je me disais qu'il pourrait sans doute m'éclairer. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Mais Nolan ne devait certainement pas dormir. Je savais qu'il aimait rester éveillé tard pour étudier la nuit. Il a été assez rapide à décrocher. Allô Nolan? Comment tu vas? Ça va et toi? Pourquoi tu m'appelles si tard? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas en réalité. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de Puka? Puka? Ouais, j'ai déjà lu des trucs dessus. Pourquoi? Tu ne vas pas me croire, mais il existe un défi pour invoquer cette chose. Les jeunes s'amusent à faire ce challenge, et ils croient que si ce Puka vient, il va leur réaliser un vœu. C'est n'importe quoi. Ils savent plus quoi inventer, et en plus c'est totalement faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Puka n'exauce pas de vœux. C'est pas un génie, c'est une créature assez spéciale, mais je doute que tu veuilles que je te fasse un exposé. Ah si, ça m'intéresse. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce Puka. Est-ce qu'il est dangereux?
Ouais, enfin, ça dépend des légendes. Certains disent qu'elle est bénéfique, d'autres maléfique, mais en aucun cas il exauce des vœux. Mais sur internet, ce challenge le dit clairement. Faut pas croire tout ce que tu vois sur internet. C'est une créature, la plupart du temps en forme de bouc ou de chien, et elle adore jouer des tours aux humains. Je n'en sais pas énormément dessus, c'est une légende irlandaise, et j'avoue ne pas m'être penché particulièrement sur le sujet. En forme de bouc. Il y avait un bouc sur ma pelouse tout à l'heure. Écoute, tu sais comment faire partir ce démon? C'est pas un démon, c'est une créature. Et non, j'en ai pas la moindre idée. On peut pas l'invoquer normalement, donc ne t'en fais pas. Tu sais, ces choses n'existent probablement pas. Ouais, mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu poses toutes ces questions? Je te raconterai ça une autre fois. Je dois te laisser, à plus. Attends. Je sais seulement que si vraiment un Poukas s'amuse avec un humain, ce dernier a de fortes chances de pas vivre longtemps. Donc je sais pas dans quoi tu t'es embarqué, mais s'il te plaît, fais attention. T'inquiète. Allez, je te laisse. Au moment où j'ai raccroché, j'ai entendu un hurlement dans la chambre de ma fille. J'ai alors lâché le téléphone et j'ai couru voir ce qu'il se passait. Et j'ai vu ma fille qui se débattait contre un gros chien. Je me suis jeté sur le chien et j'ai essayé tant bien que mal de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche ma fille. Ce qu'il a fait au bout de quelques secondes. Ma fille en a profité pour se cacher derrière moi. Le chien était sur ses pattes et me regardait en grognant et en faisant montrer ses dents. Au même moment, quelque chose défonçait la porte d'entrée. Ma fille a eu un cri de peur. Je lui ai chuchoté qu'à 3 on allait courir en dehors de sa chambre et fermer la porte. 1, 2, 3. Nous étions partis en courant et on avait réussi à fermer la porte juste au museau du chien. Mais quelque chose était toujours en train de défoncer la porte. J'ai serré ma fille contre moi et je lui dis que je ne la laisserais pas tomber. Elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle était désolée, mais qu'il fallait qu'elle meure pour que le démon les laisse tranquilles, que c'était la seule solution. Alors que je lui ai répondre, la porte a fini par céder, et on a pu voir qui avait fait ça. C'était le bouc de tout à l'heure, un bouc noir, assez grand. Mais juste derrière se trouvait une sorte d'homme. On aurait dit un homme dans un costume de peluche bizarre. Je peux pas vous le décrire. Il a fait un geste avec son bras et le bouc s'est mis à hurler d'un son horriblement glauque. Aigu. Tellement aigu qu'on a dû se boucher les oreilles. Puis il s'est mis à nous charger. Sa gueule pleine de bave, écumante. Les yeux d'un rouge sombre. Ma fille et moi avons poussé un hurlement, et sommes partis en courant nous réfugier dans la pièce la plus proche, qui était la cuisine. On a fermé la porte, s'attendant à ce que le bouc défonce la porte, mais rien. Tout était extrêmement silencieux. D'ailleurs, en y réfléchissant, je n'entendais pas le chien à l'étage non plus. J'ai été chercher la hachette dont je me servais pour couper les os de la viande, puis j'ai été rejoindre Alice. Je lui ai pris le visage plein de larmes entre mes mains, et je lui ai promis que je ne laisserais pas cette chose la toucher. Et elle m'a répété que ce n'était pas possible, que la seule façon, c'est qu'elle se tue, que c'était le pacte. Les paroles de Nolan me sont revenues en tête. C'est pas un démon, c'est une créature. Et je me suis dit que toute créature sur cette terre était mortelle. Ce n'était pas un démon. C'est ce que j'ai dit à ma fille, et son visage s'est légèrement éclairé. Elle m'a dit Je t'aime, papa. C'était la seule fois depuis des années qu'elle me dit ces mots. C'était suffisant pour me donner du courage, et mettre mon oreille à la porte pour écouter si le bouc était là. Aucun bruit. Et j'ai légèrement entrouvert la porte et je suis sorti. J'ai pris soin de la refermer, puis j'ai avancé doucement, cherchant les choses qui rôdaient dans la maison. Je n'ai pas dû aller bien loin. Il était là, cette chose humanoïde, avec à sa droite le chien, et à sa gauche, le bouc. Alors que je m'apprêtais à parler, il a levé un bras, et les deux animaux ont commencé à courir. Je m'apprêtais à me mettre en position de défense, quand les choses se sont évaporées. Comme ça, à quelques centimètres de moi. Plus rien. Rien du tout. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me disais naïvement qu'ils avaient dû avoir peur. J'étais tellement content que c'était fini. J'ai appelé ma fille à haute voix pour lui dire de venir. Que les choses avaient disparu. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai répété encore et encore son nom, mais toujours rien.
J'ai lâché la hachette que j'avais dans les mains. Et je me suis tourné vers la cuisine. À ce moment, je comprenais pourquoi les créatures avaient disparu. Mais je voulais pas le voir. J'ai donc marché lentement vers la cuisine. J'ai ouvert la porte. Et c'est là que je l'ai vue. Ma fille. Pas Alice. Allongée sur le sol. Une barre de sang sous elle. Elle avait pris le temps d'écrire. Désolé papa. Avec son sang sur le carnage. Elle s'est suicidée pour... Elle s'est suicidée pour me laisser vivre. Ma fille est morte à cause de ce challenge. Je répète encore et encore. Ne faites pas les idiots à faire comme tout le monde. Les challenges et les défis.